Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Open Box TV. Nous avons depuis plusieurs mois géré un certain nombre de dossiers, de sujets abordés dans différentes émissions. Et nous avons sélectionné une émission qui nous a beaucoup intéressés tous les deux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est l'émission sur les terres rares et son aspect géopolitique, géostratégique pour l'Occident. Cette émission que nous avons faite avec Pitron, qui est pour moi un des grands spécialistes des terres rares, qui avait fait un livre très intéressant là-dessus, et qui, je crois, a éclairé, en tout cas ceux qui l'ont pu l'entendre, ou ceux qui l'écouteront maintenant, pour avoir une vision un peu différente de ce que, là encore, de ce qu'on raconte sur les terres rares. En définitive, les terres rares, c'est un terme un peu générique. En définitive, ça montre un peu tout ce qui est métaux et matériaux qui sont très difficilement accessibles. Aujourd'hui, dans un portable, vous avez quantité de produits très particuliers allant, par exemple, on a du coltan, du cobalt. De même que vous avez, par exemple, dans les voitures, on voit maintenant dans les batteries, l'arrivée du lithium. Les batteries au lithium étaient plus efficaces et duraient plus longtemps que pas mal d'autres. Puis là, on a découvert que le lithium, il n'y en avait presque pas. Alors, on est allé, à l'époque, on allait en Bolivie, pour aller chercher du lithium dans les lacs en altitude de Bolivie et dans des conditions difficiles, comme on en parlera. Et puis d'ailleurs, on voit que ça évolue, puisque tous les Français savent maintenant, parce qu'il y a eu une grande communication là-dessus ces derniers mois, que nous allons produire du lithium en France. Prochainement, il y a une grande mine de lithium qui va être faite, ce qui va donner à la France une certaine autonomie stratégique pour cette terre rare. Malheureusement, sur plein d'autres, ce n'est pas le cas. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans l'interview, la discussion que nous avons pu avoir, nous avons essayé de mettre en valeur le fait que les Chinois s'étaient remarquablement bien débrouillés au niveau des terres rares parce qu'ils avaient pratiquement récupéré ou monopolisé, si vous voulez, la production de terres rares et le traitement des terres rares. Depuis Deng Xiaoping. Deng Xiaoping avait dit « Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des terres rares. » Enfin, je résume un petit peu, c'était ça. C'est dans ces textes. Et on va jouer là-dessus, parce que les Occidentaux en auront besoin, et comme ils n'en ont pas, c'est nous qui serons les gagnants. Pourquoi il disait ça? C'est parce que les terres rares sont extrêmement polluantes au niveau de leur production et de leur transformation. Alors, les pays occidentaux, la plupart d'entre eux en tout cas, même quasiment tout le monde, dans le passé, on a tous dit, si les Chinois veulent polluer chez eux, c'est parfait, on les laisse faire. Et donc on a laissé le monopole pratiquement à la Chine. Jusqu'au on s'est aperçu que, comme on vient de le voir avec le gaz pour les Russes, si on dépend à 90 ou 95% des terres rares chinoises, s'ils coupent le cordon ombilical, c'est la catastrophe, parce qu'on en a besoin partout. Donc, il y a eu depuis quelques années un début d'inquiétude, pour ne pas dire de panique générale. Il y a eu un début d'inquiétude, et on a vu les Occidentaux commencer à rechercher des opportunités de terres rares. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des terres rares, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Il y avait un certain nombre de pays qui pouvaient produire des terres rares, on pouvait en trouver, mais le problème, c'était toujours pareil, c'est celui de la pollution. Jusqu'à quel niveau de pollution on était prêt à aller pour les exploiter? Alors, je me souviens, par exemple, quand on a essayé d'exploiter des terres rares au Groenland, parce que le Groenland, ça paraissait une bonne idée. Le Groenland, c'est loin, il y a quelques Esquimaux, la vie est belle, on va donc faire exploiter ça pour le compte de l'Europe. On a eu la surprise de voir les Esquimaux, ils ne sont pas très nombreux là-bas, mais quand même, et qui ont dit, le gouvernement esquimau a dit, il n'est pas question, les Inuits, puisque c'est le terme exact pour cette population, ils ont dit, mais il n'est pas question que vous exploitiez des mines chez nous, vous n'allez pas polluer le Groenland pour les besoins de l'Europe. Et on est là au cœur du problème, si vous voulez. C'est aujourd'hui cette tension permanente entre un besoin qui est réel, et sur lequel, bien entendu, qu'on est obligé de satisfaire pour pouvoir travailler, mais d'un autre côté aussi, un niveau de pollution qui fait peur à certains et qui pousse, sous la pression des groupes écologistes, un bon nombre de pays à refuser, malgré tout, avec tous les risques que ça représente,
d'assurer la production, la transformation. Pour moi, il y a un exemple très intéressant également. Si vous avez suivi, c'est l'histoire du Congo. Nous avons eu une émission sur l'Afrique il y a quelque temps qu'on avait faite, où on vous avait parlé un peu de la guerre en Ituri, c'est-à-dire à l'est du Congo. On vous avait appris, sans doute, vous ne le saviez pas à l'époque, sans doute, qu'il y avait des mouvements de rébellion, des mouvements des bandits de grand chemin, qu'on appelait le M23, qui occupaient une zone de l'Est qu'on appelle l'Ituri, une zone de l'Est du Congo. Et en réalité, derrière cette occupation par des mouvements divers, en réalité, c'était les compagnies minières qui piquaient, il n'y a pas d'autre terme, le cobalt qui existait dans cette zone pour le transférer au Burundi et au Rwanda, qui le revendaient et l'exploitaient. C'est-à-dire que là, c'était carrément une spoliation d'un pays par deux autres. Alors, quand on dit ça à l'époque, ça avait un peu... Je sais que certains avaient été surpris, hein, en disant quand même, ils exagèrent. Alors, je ne vous cache pas que je suis ravi, parce que depuis quelques semaines, on a vu le président de Tshisekedi du Congo qui a dit au président Kagame « Arrêtez de me voler mon cobalt dans l'Ituri, et si vous n'arrêtez pas, 1, je vais porter plainte à l'ONU, et 2, je vais envoyer mon armée pour se battre. » Alors là, je suis par contre beaucoup plus inquiet, parce que je pense que l'armée du président Kagame, l'armée rwandaise, est beaucoup plus aguerrie que l'armée congolaise. Donc s'il y avait véritablement un affrontement, on ne sait pas très bien comment ça pourrait se terminer. Mais ça montre bien, derrière cet exemple, je vous montre aussi les tensions qui peuvent exister avec les terres rares, quand certains, les compagnies minières, voient l'intérêt de mettre la main sur des terres rares et n'hésitent pas pour ça, y compris à aller prendre des terres rares chez les autres. Eh bien voilà. Donc, je pense que là, Alain Juillet vous a mis l'eau à la bouche pour suivre cette émission. Regardez tout simplement les extraits que nous avons sélectionnés et nous reviendrons ensuite pour vous présenter une autre émission. D'abord, peut-être qu'on pourrait revenir sur la base même, à savoir cette montée en puissance du besoin de terres rares et de métaux rares, parce qu'on les oublie toujours, hein, qui sont en train de bouleverser les équilibres au niveau de la planète, parce qu'il y a un pays qui, depuis fort longtemps, a mis la main sur une bonne partie de ses productions. Notre modernité est faite de métaux. Oui. On ne peut pas se passer de métaux abondants, le cuivre, le fer, pour la transition énergétique, pour la transition numérique, mais également de métaux dits rares, parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants. Vous avez un métal rare très stratégique pour la transition numérique et énergétique qu'on appelle le néodyme. C'est une terre rare, donc fait partie d'une famille de métaux qu'on appelle les terres rares. Et ce néodyme, eh bien, vous en avez sur vous, Alain Juillet, puisque grâce à cela, votre téléphone qui est en mode vibreur, à l'instant où vous me parlez, vibre. Vous avez du néodyme dans les moteurs des voitures électriques, ce qui permet la motorisation de 95% des voitures électriques. Vous avez du néodyme, c'est toujours cette terre rare, dans les éoliennes offshore. Et simplement, ce néodyme, il s'ajoute à tous ces métaux, gallium, indium, cobalt, nickel, tungstène, donc présents dans des quantités moindres dans l'écorce terrestre par rapport aux métaux abondants, mais qui, compte tenu de leur capacité, leurs propriétés physiques et chimiques, sont indispensables pour faire cette transition. Il faut bien aller les chercher quelque part. Comme ce n'est pas l'Occident qui les extrait. Il fut un temps où la France, d'ailleurs, et les États-Unis et l'Australie, soit extrayaient, soit raffinaient ces terres rares en particulier, mais le coût écologique de ce processus était tel que progressivement la production va partir vers la Chine, vers les années 80-90, et la Chine va se retrouver à la tête d'un pactole que cette production de terres rares qu'elle pouvait assumer sur son territoire pour le compte des pays occidentaux. Et c'est ainsi que finalement le monde va très bien s'organiser entre d'un côté ceux qui produisent en salissant leur environnement et ceux qui profitent de ces métaux raffinés, qui les mettent dans leurs jolis objets technologiques du quotidien en disant « Regardez, nous sommes propres et nous sommes responsables envers les générations futures », sauf que la pollution a été délocalisée. On évoquait justement les batteries. Les batteries aujourd'hui, c'est le lithium, hein, qui est essentiellement, les batteries sont faites avec du lithium, enfin du moins, une partie des batteries sont faites avec du lithium. Du coup, toutes les grandes compagnies minières cherchent du lithium partout. Donc le lithium, Alain Juillet, c'est l'un des grands métaux de la transition énergétique, puisque sans lithium, il n'y a pas de stockage de batteries. Et c'est pas demain qu'on va se passer de lithium. Alors peut-être que demain, on remplacera le lithium par du sodium, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. 100 000 tonnes de lithium extraites par an, et la production de lithium, pour respecter les accords de Paris, 2 degrés,
enfin l'objectif de 2 degrés, devrait être multiplié selon l'Agence internationale de l'énergie par 42 entre 2020 et 2040. Où est-ce qu'on va chercher cette fichue ressource? Alors d'abord, on va la chercher en Australie, premier producteur de lithium, 55% de la production mondiale. La Chine en produit un petit peu, 14%, et puis arrive le triangle ABC, comme on dit, Argentine, Bolivie, Chili, et ce sont dans l'altiplano notamment bolivien qu'on va extraire cette ressource. Le principal problème avec le lithium, c'est qu'il faut de l'eau pour le raffiner. Pour aboutir à de la ressource qui soit prête à l'emploi. Or, nous sommes dans des zones qui sont spécialement arides. Et donc, il y a des conflits d'usage qui apparaissent entre, d'un côté, les besoins de l'industrie en cette ressource qu'est l'eau, et en même temps, les besoins des agriculteurs sur place. Et ce problème du conflit d'usage autour de l'eau se retrouve pour toutes sortes d'autres ressources. Un peu plus au sud que les salars de lithium, je pense en particulier à la mine de Chuquicamata et les mines de cuivre au Chili, toujours dans ces zones très arides que sont celles du nord du Chili, autour d'Antofagasta, une mine du cuivre, comme une petite mine, plutôt celle par exemple d'Antofagasta Mining, c'est 1400 mètres cubes d'eau consommés par seconde. Donc où est-ce qu'on va chercher l'eau? Oui, mais ça c'est terrible, parce qu'en définitive, ça veut dire que pour vendre la production vers les pays occidentaux, en définitive, on est en train d'éliminer, d'une certaine manière, les possibilités pour les populations locales de pouvoir vivre sur place, puisque si on prend l'eau, c'est catastrophique. Donc ça crée des tensions, bien évidemment, avec les populations locales. Et en fait, la pérennité même de l'outil industriel est remise en cause, non pas par le manque de cuivre ou de lithium, il y en a à profusion, mais par le blocage des populations locales qui ne veulent pas en fait que cette eau soit prélevée pour d'autres usages que les leurs. Et c'est là que l'acceptabilité sociale est probablement le premier goulet d'étranglement qui surgit aujourd'hui dans l'industrie minière. Elle peut tout faire, sauf quand elle n'a pas l'accord des populations locales et donc l'accord politique. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance à la Chine, puisque la Chine joue au jeu de Go? Elle nous encercle progressivement. Elle nous encercle en produisant des terres rares par elle-même, et puis après elle remonte la chaîne de valeur, elle nous vend moins de terres rares parce qu'elle va vendre des aimants de terres rares, les aimants de néodyme Ferbor, qui sont absolument stratégiques pour la transition énergétique. Et puis in fine, elle va vendre la voiture. Et puis on va lui acheter non pas le métal à 2 € le kilo, mais la voiture qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc elle nous enferre comme ça dans cette stratégie de remontée de la chaîne de valeur, qui fait que, bah oui, aujourd'hui on voit des voitures BYD, de la marque chinoise BYD, arriver sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance-là, sinon en allant multiplier les accords miniers avec des pays outre que la Chine? Et c'est là qu'en fait nous sommes complètement en retard. Le président Macron était en Algérie, au sud de l'Algérie il y a des gigantesques réserves de terres rares, mais le temps minier c'est long, une mine de terres rares c'est 10, 15, 20 ans, donc il faut du temps, voilà. Et puis pendant ce temps la Chine avance. Et la Chine, elle a des terres rares sur son territoire, elle les extrait pour elle-même, elle en paye un coût écologique certain, que moi j'ai constaté sur le terrain, notamment en Mongolie intérieure, et puis à un moment elle dit, moi aussi je vais exporter ma pollution. Et donc je vais aller chercher des terres rares en Birmanie. Et c'est ainsi qu'une partie substantielle de la production de terres rares dans le monde aujourd'hui est assurée dans le nord de la Birmanie. Et en fait, ce sont des opérateurs chinois qui aident à extraire la ressource, notamment des terres rares lourdes, et cette terre rare ensuite est transférée brute en Chine pour être raffinée. Et donc la Chine en fait étend son emprise sur le marché mondial des terres rares au-delà même de son territoire et va prendre position un peu partout, notamment donc en Birmanie, mais aussi en Afrique. Je voulais revenir sur l'Afrique et même, si je me souviens bien, aux États-Unis, parce que la seule grande mine de terres rares qu'il y avait aux États-Unis, il me semble qu'à un moment, c'est une société chinoise qui avait mis la main dessus. Et les Américains avaient laissé faire. Alors en fait, c'est Sheng Air Resources, qui est une entreprise détenue par des intérêts chinois, qui a pris une participation, le pourcentage m'échappe, dans ML Resources, qui est le successeur de Molycorp. Molycorp qui exploitait la mine de Mountain Pass en Californie, mine où je suis allé d'ailleurs, que j'ai survolé en avion parce qu'ils ne voulaient pas me laisser rentrer à l'intérieur, donc je leur ai dit c'est pas grave, je vais la survoler en avion. Et puis quand vous verrez un avion qui passe au-dessus de la mine, c'est moi avec une caméra. Voilà. Eh bien, cette mine cesse toutes ses activités en 2002.
Entre-temps, donc c'est ML Resources avec donc au capital Shenghe Resources qui réexploite la mine, et la mine reproduit à nouveau du minerai parce que les Américains souhaitent échapper à cette emprise chinoise pour ces matériaux de terre rare, dont je rappelle qu'ils servent pour les F-35, pour les missiles intelligents. Donc ça fait un peu désordre de se dire qu'on a ce talon d'Achille là. Simplement, les Américains, ils ont un problème, Alain Juillet. C'est qu'ils ont la mine, mais ils n'ont pas la raffinerie. Et là, on revient sur les Chinois. Ils sont obligés d'aller envoyer leur minerai en Chine pour se faire raffiner. Donc vous n'avez pas de souveraineté minérale si vous n'avez que la mine. Vous êtes obligé d'avoir l'usine. Donc, le Pentagone, avec l'aide de Lynas, qui est une entreprise australienne, investit à fond, notamment dans une usine, je crois que c'est au Texas, pour développer justement un outil de raffinage de terres rares. Et puis, in fine, il faudra aussi reconstruire des usines de fabrication d'aimants, qui en partie ont disparu et qui sont partis aussi aux intérêts chinois. Et alors là, il faut que vous me réinvitiez pour une nouvelle émission, tellement c'est intéressant. Mais toujours est-il que ça va mettre 15 ans pour reconstituer la chaîne de valeur, pour pouvoir produire les minerais et les métaux et les aimants dont le département de la défense américain a besoin. Pendant ce temps, China is running the show. Qu'est-ce que nous dit la Chine au fond? Elle nous dit cette transition énergétique, on l'a vu venir, on a su l'organiser, on a un appareil d'État chapeauté par une idéologie qui nous permet cette vision de long terme pour le plus grand profit de l'État chinois et du peuple chinois. Et vous, avec vos démocraties, vous n'êtes pas capable de ça. Et donc derrière cette compétition pour les métaux, il y a une confrontation des modèles. Et donc en fait, c'est démocratie contre autoritarisme qui sera le mieux placé pour gagner la bataille du climat, donc la bataille des métaux. Et la Chine est en train de nous dire, mais en fait, c'est autre chose que la démocratie. Je suis le mieux à même d'accélérer vers les énergies vertes, de prévoir le bonheur de mon peuple et son enrichissement tout en respectant le climat à 25 ans. Et au fond, c'est mon modèle qui fonctionne le mieux. Et voilà, donc il y a vraiment ce consensus de Washington est aujourd'hui remis en cause par ce qu'on appelle le consensus de Pékin derrière toute cette affaire. Mais ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense, pour nos auditeurs, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et je dirais dans beaucoup de domaines, parce que quand vous voyez les éoliennes, dont tout le monde fait la promotion aujourd'hui, en disant c'est formidable, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que les éoliennes, ce sont les Chinois qui les produisent. Les aimants pour les éoliennes offshore, c'est vraiment les éoliennes offshore, c'est effectivement les Chinois qui les produisent, puisque les Chinois, c'est aujourd'hui, je crois, 80-90% de la production mondiale d'aimants. Voilà, la Chine remonte la chaîne de valeur. La valeur ajoutée du minerai reste entre les mains de la Chine, mais ça vaut aussi pour les batteries des voitures électriques. La Chine, c'est 60%, 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques, qui est quand même l'un des composants principaux de la voiture, mais c'est également, je crois, 60% de la production mondiale de panneaux solaires, puisque la Chine a le silicium métal, elle le produit elle-même, et bien du coup elle remonte également la chaîne de valeur. Donc on voit effectivement ces emplois verts, partir en Chine. Et la transition énergétique, Alain Juillet, elle est très schumpeterienne, c'est de la destruction créatrice. On détruit les emplois de l'âge thermo-industriel, et puis on crée des emplois dans l'âge post-thermo-industriel. Mais le problème, c'est que les emplois partent. Le risque, c'est que les emplois qui sont détruits en Europe ne soient pas recréés en Europe. Ils partent vers l'Asie, notamment la Corée du Sud et la Chine, qui ont des capacités de fabrication de gigafactories très importantes. Et c'est là que l'Europe est en train, aussi avec les États-Unis, d'essayer de rattraper ce retard. Il y a des projets par dizaines de construction de gigafactories en Europe, mais est-ce qu'elle y arrivera à temps? Est-ce qu'elle peut y arriver? Parce que, vous savez, c'est l'histoire du gaz. Ça ressemble un peu à l'histoire du gaz. Les Allemands et les Européens, mais surtout les Allemands, se sont mis complètement entre les mains des Russes sur le plan du gaz. On s'est réveillé, ils avaient 80% de leurs besoins couverts par les Russes, et maintenant, panique générale, comment arriver à remplacer? Et on voit bien que la réponse, là je prends pour l'histoire du gaz, la réponse c'est qu'ils rouvrent les centrales à charbon, c'est-à-dire on ouvre avec ce qui pollue le plus au niveau de l'atmosphère. Est-ce que le processus de récupération dans les smartphones, dans les téléviseurs et ainsi de suite, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça représente 1%, 10%? Ou est-ce qu'on va pouvoir être autonome avec ce système-là, ou pas du tout? Alors ça dépend des matériaux. Les grands matériaux les plus faciles à recycler, oui, l'aluminium se recycle très bien, le plomb en France se recycle à 80%, 90%. Les matériaux très chers, comme l'or et l'argent dans les téléphones portables, on sait les recycler parce qu'il y a un modèle économique à la clé, puisque la matière vaut cher. Et puis quand on tombe vers tous ces petits métaux qui sont souvent mélangés les uns dans les autres, en fait, il n'y a pas de modèle économique. On sait faire technologiquement, on sait séparer le néodyme du fer du bore dans un aimant qui fait la taille de mon ongle, mais en fait c'est moins cher d'aller à la mine. Et donc le business des métaux rares, c'est celui que je connaisse où l'occasion est plus chère que le neuf.
pourquoi aller Ah oui, acheter de ça l'occasion coûte plus cher oui. alors vous pouvez avoir le neuf à moindre coût. Et donc en fait, pour des raisons de modèles économiques, aujourd'hui, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, les process s'améliorent. Et puis à un moment aussi, l'Europe s'en mêle. Et elle dit, peu importe le prix que ça coûte, vous allez devoir dans vos prochaines batteries avoir tant de pourcentage de lithium recyclé dans la nouvelle batterie neuve. Donc il y a un encouragement avec pénalité à la clé, qui est organisé à moyenne échéance par l'Union européenne pour forcer le recyclage. Combien de pourcentage ? Je ne sais pas. Je veux dire, si aujourd'hui on recycle environ 6% des terres rares, pour revenir à ce métal en particulier, si dans 10 ans on en recycle 15%, c'est exceptionnel. Donc peut-être qu'on aura 15% de notre propre production de terres rares ou de nos besoins qui sera assurée par du recyclage, et ce serait déjà un chiffre exceptionnel. Pour le lithium, ça pourrait être davantage. Ça ne suffira jamais. Pour nos propres besoins à 100%, il faudra toujours retourner à la mine. On ne se passera pas de la mine, qu'on le veuille ou non. Et donc attention à cette idée, qui est quelquefois d'ailleurs proposée par des associations écologiques, de dire on peut tout faire. Non, en fait, on ne peut pas tout faire avec le recyclage parce que nos besoins, dans le même temps, continuent d'augmenter. Okay. Si on intégrait dans le prix de la terre rare qui sort de la mine chinoise, la construction de l'hôpital pour soigner les cancers, tout autour des lacs d'eau, de rejets toxiques sans qu'elles aient été traitées, ces eaux, le prix du minerai serait beaucoup plus élevé. Et nous avons aussi délocalisé pour payer moins cher, et toutes les externalités négatives ont été supportées par les Chinois, mais sans être réintégrées au coût final de production. La réalité, Alain Juillet, c'est qu'un monde plus vert sera un monde plus cher, et doit être un monde plus cher. Et ça, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre ? Est-ce que tous les gens qui aujourd'hui se gargarisent d'une évolution nécessaire ont bien compris ce que ça veut dire ? Moi, je pense qu'on ne maîtrise pas à quel point cette transition va s'accompagner de troubles sociaux. Exactement. Elle est ultra rapide. Elle va ce qui nous est demandé, et encore une fois, je suis vraiment pro-transition, mais les efforts de l'aggiornamento, la révolution copernicienne qui nous est demandée dans un temps extrêmement court, avec tout ce que ça impose de réorganisation, de réinvention de nos modes de consommation, et notamment ce rapport au signal-prix qui est quand même fondamental aujourd'hui pour le consommateur citoyen, je pense que je ne suis pas sûr qu'on comprenne à quel point ça va nous bouleverser dans les prochaines années. On a parlé des différentes zones du monde, mais sur l'Afrique aujourd'hui, on peut dire que la Chine est en train de prendre le leadership parce qu'elle fait des prêts très importants, elle fait des financements très importants. Elle réunit les chefs d'État africains et ô combien à Pékin. Ça, on le faisait en France il y a quelques années, mais maintenant nous c'est fini. Mais par contre les Chinois ont pris le relais et au commun. On voit bien que la Chine est en train de développer des courants très importants d'affaires sur l'Afrique. Or, l'Afrique est une zone dans laquelle il y a beaucoup de métaux rares et de terres rares. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de terres rares en Tanzanie, à Madagascar, en Afrique du Sud, pour ne citer que ces 3 pays. Il y a aussi un métal qui souvent se distingue de cet inventaire à l'après-vert lorsque l'on parle de métaux, c'est le cobalt. Oui. Et le cobalt est un métal dont le Congo-Kinshasa est riche, en particulier sa province méridionale du Katanga. Oui. Le Congo, c'est, si mes chiffres sont bons, enfin c'est ceux de la Commission européenne, 60% de la production mondiale de cobalt aujourd'hui. Je rappelle que vous avez du cobalt sur vous, il vient probablement du Katanga. En juillet, il est dans la batterie de votre téléphone portable. Et il est dans la batterie des voitures électriques. Musk veut remplacer le cobalt par du nickel, mais pour autant, le cobalt reste absolument indispensable pour la transition énergétique. Et la Chine n'a pas de cobalt. Et donc, ce que la Chine n'a pas, elle sait aller chercher. Elle sait déployer sa diplomatie minière. Et elle sait aller au Congo, et soit parce qu'il y a des entreprises minières chinoises qui opèrent en Chine, soit parce qu'elle achète une partie de la production à ceux qui produisent, et notamment Glencore, soit parce qu'elle sait mettre la main sur un marché noir qui est embryonnaire mais qui existe tout de même, eh bien, on considère qu'aujourd'hui, 80% du cobalt produit sur Terre est un cobalt qui sort du Congo pour aller vers la Chine. C'est une répétition de l'histoire, et dans le rôle du colon, ce n'est plus l'Européen, c'est le Chinois. La valeur ajoutée part vers la Chine. Et les Chinois savent très bien comment valoriser la ressource, et c'est là que se pose la question de savoir comment les Africains, mais plus généralement les pays riches de ces ressources, seront les grands gagnants de la transition énergétique. C'est pas tout d'avoir le nickel, d'être un Indonésien et de dire je suis le premier producteur de nickel. C'est pas tout d'être un Bolivien et de dire j'ai plein de lithium. C'est pas tout d'être un Congolais et de dire j'ai beaucoup de cobalt. Si vous voulez être des grands gagnants de la transition énergétique, il va falloir remonter la chaîne de valeur. Il va falloir faire ce que les Chinois faire la transformation sur place. Voilà, exactement. Le secret, il est là. Taxer davantage. Parce que vous créez de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est pour ça que vous gardez la valeur ajoutée dans votre pays. Voilà. Donc la Chine
excelle dans cette stratégie de sécurisation de la ressource et de diversification de ses approvisionnements, à l'arrivée, face à elle et face à nous, Européens, Occidentaux, il va falloir que l'on comprenne que nous commençons et nous ferons toujours davantage face à une recrudescence des nationalismes miniers. Et eh bien, Obrador, au Mexique, nationalise le lithium. Oui. Les Congolais ont multiplié par 5 les taxes sur l'exploitation du minerai. Elles étaient très basses, elles étaient à 2%. Elles sont passées à 10%, je crois, en 2018. C'est pas énorme. Enfin, on voit que bien, il est question quand même de garder sur ce territoire de production une valeur ajoutée, une partie de la valeur ajoutée du produit. Et puis, vous avez Widodo, à qui, donc le président indonésien à qui Elon Musk vient rendre visite, puisque Elon Musk cherche du nickel. Et Widodo dit très bien, mais quand est-ce que tu construis ta première gigafactory chez moi ? Remonter la chaîne de valeur. Et donc, face à nous, il y a une recrudescence des nationalismes miniers. Les grands gagnants de la transition énergétique, ce ne sont pas seulement ceux qui produiront la ressource, ce sont ceux qui auront les emplois verts du futur, les emplois en laboratoire. Voilà donc la fin de cette émission un peu particulière. Nous ferons d'autres émissions en ce sens. Merci de nous soutenir sur Tipeee pour garder cette indépendance de ligne éditoriale. Et merci Alain. Merci. À bientôt. Merci Claude et à très bientôt, bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir, où que vous vous trouviez, sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons, et en particulier via les podcasts, pour une écoute en toute liberté, où que vous vous trouviez.